Culture Action, centre de professionnalisation des entrepreneurs culturels et artistiques, vous propose Culture Action Podcast. Aujourd'hui, nous explorons le quotidien d'un métier qui évolue, qui voyage et qui doit s'adapter. C'est celui d'administrateur, administratrice en itinérance. À l'heure où la culture se vit partout, sur tous les territoires, comment s'organiser quand on change de lieu de travail régulièrement, comment gérer son administration, sa production, sa diffusion, quand on se déplace au plus près des publics, lorsqu'on suit une équipe en tournée. Que ce soit sous un chapiteau, dans un lieu fixe, d'un partenaire aussi, dans une caravane, un semi-remorque ou un bout de bureau, comment réorganiser son travail. Pour ce nouveau rendez-vous, nous avons le plaisir d'accueillir des intervenantes et intervenants de terrain. Alors Bérengère Gros, tout d'abord administratrice, productrice et chargée de diffusion pour le site Aital. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Oui, très bien. Vous allez bien ? Oui, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, vous êtes bien installé ? Pas mal. Pas mal. À vos côtés, il y a Antoine Nico Lancin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien aussi ? Ça va très bien. Et en face de vous, c'est Alexandre Ninic qui vous êtes. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Ouais. Vous êtes tous les deux co-directeurs de Sarbacane Théâtre, c'est comme ça qu'on dit ? La Sarbacane. La Sarbacane. Et on verra que la Sarbacane a plein d'outils dans ses mains. Alors ensemble, ils partageront leurs expériences, leurs conseils et aussi leurs questionnements, sans doute, sur la gestion en mouvement. Ce rendez-vous, je le rappelle, lui s'inscrit dans le cadre des matinales métiers imaginées par Culture Action. Installées depuis janvier 2022, ces matinales offrent un coup de projecteur sur les professions du milieu culturel et des industries culturelles et créatives. Ces rencontres donnent l'occasion d'entendre des témoignages d'intervenants professionnels extérieurs, d'entrer dans une dynamique de réseau, de partager des problématiques communes. Alors vous trouverez plus d'infos sur culture-action.org. Alors je commence avec vous, Bérengère. J'ai un petit rituel dans mes questions. Le matin, vous êtes plutôt 3 petits points. Je suis plutôt très matinale. Ouais. J'ai la chance ou pas la chance, mais j'ai pas beaucoup besoin de dormir et j'adore le matin. D'accord, donc ça, le matin pour vous a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, vers 4h30, 5h moins le quart, et j'adore. Je suis tranquille, je suis toute seule et je peux réfléchir sereinement. C'est bien, alors on va participer à votre réflexion aujourd'hui. Même question pour vous, Antoine. Le matin, vous êtes plutôt... Le matin, je suis plutôt dans le pâté. Ouais. Ouais. Donc là, le pâté, c'est passé ou c'est Ouais, toujours... c'est passé, largement. Ouais, non, ouais. non, je suis pas du matin. D'accord. Ouais, faut être franc. Alexandre ? Moi, j'aime bien être du matin, mais je suis plutôt à la bourre tout le temps. Ouais. Oui, le matin, j'ai un problème d'horaire. Ok. Alors ça peut être gênant pour des émissions de radio. Non, parce que je suis en introspection sur moi, je pense, dans mes toilettes ou dans ma salle de bain, donc ça prend un certain temps. Eh ben, on va partager une introspection en commun aujourd'hui. Alors, je voulais commencer par vous demander une définition justement de votre métier. Je vous propose qu'on fasse qu'on commence avec vous, Alexandre. Quelle définition vous donneriez de votre métier ? Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez co-directeur chacun. Alexandre, vous êtes en charge de la programmation. Antoine, lui, s'occupe de l'éducation artistique et culturelle. Une définition, c'est un peu difficile de définir notre métier parce qu'on va dire déjà on est polyvalent, on a peut-être plusieurs métiers. Hein. Je pourrais dire que moi je me considère comme essayeur de culture en ruralité. Ouais, pas mal. Bon, on va développer tout à l'heure. Oui. Bérengère. Wow. Moi, je dirais oui, accompagnement des projets qui vont à la rencontre des publics et accompagnement structurel, on va dire, et purement administratif sur la base. Comment faire la fondation. Très bien. Antoine. Moi, je vais un peu copier Bérengère, j'ai le droit. Oui, bien sûr. Non, j'aime bien le mot accompagner parce que c'est aussi mon ancien métier. Donc, accompagner les politiques culturelles. Alors plus sur l'éducation artistique et culturelle, mais ça veut dire tenter de rapprocher les publics de la culture et des habitants
de les reconnecter à toute forme de culture par des postures différentes qui peuvent être, ça peut passer de la posture de spectateur à la posture d'acteur ou de créateur de quelque chose ou d'être actif à des endroits. Alors, je l'ai dit hein, évidemment au début de ce lancement de podcast, on parle du poste d'administrateur en itinérance. En off, on a commencé la discussion sur ce qu'on peut entendre par itinérance. Du coup, Alexandre, peut-être une première ébauche de définition. Oui, sur administrateur. Alors, administrateur en itinérance, est-ce qu'on est vraiment administrateur? Oui, en partie. Moi, je suis administrateur de production. Enfin, je suis même directeur de production sur ma fiche de poste. En itinérance, petite définition, je dirais, personnelle de l'itinérance, ce serait d'être infuseur de territoire, peut-être. Ok, Bérangère. Ce qu'on a évoqué là à l'instant et qui était passionnant, c'est le distinguo entre nomadisme et itinérance. Et ça nous a pas mal titillé sur quel est l'endroit où on est nomade et quel est l'endroit où on est itinérant. Et ce poste d'itinérance, en fait, il est très différent dans nos deux structures. Et ce nomadisme serait plutôt propre à j'emmène ma maison et je m'installe dans un endroit. Et l'itinérance serait plutôt effectivement liée à la rencontre et à l'échange, bien que le spectacle vivant par nature est lieu de rencontre. Donc voilà, ce distinguo est passionnant et l'itinérance, oui, c'est vraiment lié à la rencontre. Donc le cirque Haïtal que vous représentez aujourd'hui, ce serait plutôt nomade? Oui, oui et non, puisque le spectacle vivant nécessairement induit qu'il y a un tilt avec l'autre. Mais la forme de ce qu'on apporte est une forme finie, en fait. Et c'est un spectacle qui est créé, qui est construit, qui a un décor arrêté. On a la fantaisie de dire on est partout chez nous, en fait. On arrive avec nos caravanes, avec notre salle de bain, avec nos sanitaires, mon bureau, l'école pour les enfants. On est vraiment totalement chez nous, partout, et en lien avec l'autre parce qu'il y a l'invitation et parce que les gens viennent à notre rencontre. Et on va nécessairement à leur rencontre à travers les arts vivants, à travers l'émotion, à travers l'acrobatie et à travers le projet artistique qu'on défend. C'est ça qui les touche. Et nous, ils sont acteurs de sentiments. Ils ne sont pas acteurs, ils n'aident pas au montage ou pas. Enfin, ça dépend, mais pas systématiquement. Ce n'est pas un projet qui invite l'autre à participer autrement qu'à travers la proposition artistique, en fait. Antoine? Alors, la question de la différence entre l'itinérance et le nomadisme est hyper intéressante. On l'a découverte avec Sarbacane à travers différents projets et l'accueil l'année dernière donc d'une journée, une grosse rencontre franco-suisse sur justement ces questions d'itinérance. Et on a découvert qu'en fait, il y avait vraiment une grosse différence. Donc, ma définition, elle change petit à petit avec le temps. Et aujourd'hui, je dirais le aller vers, mais aussi bien par projet que par nécessité. C'est-à-dire, on va parce qu'on a décidé de faire du projet culturel de territoire. Donc, c'est un terme un peu pompeux, un peu politique, un peu dossier de subvention aussi. Mais derrière, il y a aussi, à un moment donné, on va se connecter par nécessité. Nous, on y va, on s'installe dans un village avec un petit système nomade, notre centre culturel nomade. Mais derrière, on a besoin de se connecter au territoire parce qu'on va avoir besoin d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'avoir des toilettes. Donc, de toute façon, déjà par nécessité presque vitale, il faut déjà qu'on rencontre les habitants, l'employé municipal, le maire ou quelqu'un qui nous aide déjà à nous installer et à faire que ça fonctionne. Voilà. Alors, on va faire la rencontre de Bérangère. Tiens, on va essayer de comprendre comment elle est devenue administratrice, puis comment l'itinérance s'est finalement imposée à elle, ou en tout cas imposée, peut-être pas. Je sais qu'on avait discuté aussi, hein, vous avez commencé par des études en philosophie. Et voilà, et après, vous avez également travaillé, alors vous êtes passé par l'opéra. Alors, racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est conçu. Alors, moi, j'ai été en ville. En fait, j'habitais en ville, à Paris, et j'ai fait des études de philo. C'était mon truc, histoire de la philosophie. J'ai travaillé sur Hegel, donc c'est un philosophe plutôt assez abstrait, on va dire.
Je suis arrivée au théâtre un peu par hasard, par plein de rencontres improbables. J'ai très tôt intégré des équipes en tant qu'assistante mise en scène. En fait, je suis arrivée avec mon bagage des ESS de philo et ça leur plaisait l'idée de faire un peu de dramaturgie et d'aider, d'accompagner les équipes artistiques, surtout la mise en scène sur le fond, en fait. Donc, moi, je suis rentrée par la bibliothèque, en fait, au théâtre et j'ai apporté plein de livres. Je me suis éclatée. Et de fil en aiguille, l'assistant à la mise en scène m'a amenée à l'opéra parce que les gens avec qui je travaillais connaissaient un tel qui avait besoin de quelqu'un. Et j'ai travaillé pas mal comme assistante toujours à l'opéra. J'avais fait de la musique enfant et j'avais le bagage de la lecture des notes, qui est vital à l'opéra. Et je me suis amusée comme une dingue. Et dans une des expériences d'opéra, j'ai rencontré une équipe de circassiens que j'adorais déjà. Enfin, j'avais déjà pratiqué le trapèze plus jeune. Et sur un des opéras, enfin, c'était à Paris, à l'Opéra Bastille, parce que quand tu es assistant, tu fais aussi les auditions. Donc, il a fallu trouver, à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans, des rappeurs, des artistes de cirque qui faisaient des sangles. Voilà, donc en tant qu'assistant, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, j'ai cherché tous ces gens et je me suis retrouvée à caster pour la metteuse en scène une équipe incroyable. Et je me suis entendue beaucoup avec eux et c'est eux qui m'ont embarquée au cirque, en fait. Et j'ai vécu comme un grand choc le fait de quitter le théâtre. Parce que le théâtre, on est dans le noir, en fait. On est complètement enfermé dans une boîte. Et en allant au cirque, je suis allée à l'extérieur, en fait. Je suis allée dehors. Et le cirque, on est véritablement au cul des camions, la tête, on est dehors toute la journée. Ma peau, elle a morflé, en fait, parce que passer de la boîte noire à l'extérieur, et on est avec les camions, enfin, c'est un truc, c'est improbable. On est avec les bottes de pluie. Et ça m'a fait un bien fou de changer de la... C'est pas une question de confort, parce qu'à l'opéra, ça n'a jamais été confortable, parce que j'ai appris que j'ai appris en allant au cirque qu'on pouvait être plus tranquille au travail, en fait, que ça pouvait être moins, moins, c'est pas moins rigoureux, c'est pas la question, Moins mais normé peut-être. ouais, non, c'est pas tant normé que une espèce d'excellence. Il fallait être excellent, en fait, dans tout ce qu'on faisait, et parce que c'était des challenges que j'aimais bien, et il fallait surtout pas d'erreur. Et au cirque, j'ai appris que l'être humain, il pouvait des fois être moins bien, être perfectible en tout cas. Et ça m'a énormément aidée et j'ai adoré rencontrer les acrobates. Et surtout, de par mon parcours, très vite, il y a des équipes de clowns qui m'ont demandé d'écrire leurs pièces. Parce que les clowns n'écrivent pas, enfin, sur cette équipe-là. C'était les nouveau-nés à l'époque, ils étaient tout jeunes et ils n'écrivaient pas leur répertoire. Et du coup, je me suis mis à apprendre en dictée et ça m'a passionnée, etc. Et puis après, je me suis rendu compte qu'ils étaient super mal organisés, que à moi, de mon expérience de théâtre, ben, il y avait des chargés de logistique, des chargés de tournée, que tout ça s'organise, se met en place, qu'il y a des tableurs Excel, etc. à l'époque, etc. Et du coup, je suis rentrée au cirque comme ça, je suis rentrée en production avec mon expérience d'assistante. Et dans ce que j'avais vécu à l'opéra, bah, c'est des grosses structures, donc c'est tout de suite des... Enfin voilà, j'étais assez débrouillarde et c'est comme ça que je suis rentrée en production en fait. Par cette vie d'opéra ou même de théâtre où j'avais déjà pas mal de bagages sur le lien au directeur, le lien aux subventions, le lien aux obligations. Et j'ai amené ça dans cette équipe. Et puis après, j'ai rencontré une autre équipe qui était le Cirque Haïtal que je connaissais. Donc depuis 2013, Et, c'est 2013, ça? ouais. Et à l'époque où je les ai rencontrés, ils étaient, eux, en total porte-à-faux parce qu'ils avaient un bureau à Paris, loué, avec une administratrice à Paris qu'ils ne voyaient jamais et ils se sentaient hyper éloignés des affaires de leur structure. Donc, ils étaient artistes, directeurs, porteurs de projets, mais ils étaient au courant de rien. Ils ne comprenaient pas pourquoi, après Toulouse, ils allaient à Nice, après Nice, ils montaient à Tournai, pourquoi après Tournai, ils retournaient à Saint-Étienne, comment était construit la tournée, comment fonctionnait le cirque, combien il y avait d'argent sur les comptes, combien ils étaient payés. Enfin, ils étaient paumés. Et du coup, quand je les ai vus, c'était à Lausanne, et je me suis dit, ils sont en porte-à-faux, ils me demandaient conseil. Je dis, ben moi, j'ai envie.
j'ai envie de repartir. Mais par contre, de ce que je comprends, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui soit avec vous et pas quelqu'un qui soit derrière son bureau, enfin, avec tout le respect que j'ai pour le travail à la table, quoi. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un avec eux au plus près de leur projet artistique, en fait, pour le comprendre, pour le défendre et pour pouvoir construire la vie de la structure en fonction de ce qu'ils étaient et de ce dont ils avaient vraiment besoin, et pas de ce que depuis Paris s'imposait comme comment fonctionne une compagnie. Il fallait vraiment rentrer avec eux. Donc là, c'est caravane, bureau dans les poids lourds, petite étagère, imprimante, connexion farfelue, système D, système D, système D. Voilà, C'était super. Et on reviendra évidemment sur tout ça. On arrête ici le fil de votre histoire et on commence celui de la Sarbacane. Alors, comment cette aventure a commencé et quel est le cœur de ce projet? Alors, je vous regarde les deux. L'histoire, c'est Alexandre qui commence. Ouais, je suis le plus vieux, alors je vais commencer. T'es pas le plus vieux de nous deux, mais t'es le plus vieux à avoir mis les pieds là-dedans. Absolument. Non, moi j'ai démarré à Sarbacane il y a 23 ans maintenant. C'est long, hein. C'est vraiment une aventure. C'est une aventure de vie, je crois, hein, simplement. Sarbacane était une compagnie de théâtre plutôt jeune public à l'époque, mais qui avait également des projets de territoire, qui a toujours eu des projets de territoire. Et moi, je suis rentré par le côté éclairagiste. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait un petit peu d'études en informatique et j'ai vite compris que ça allait m'ennuyer. Et quand nos professeurs nous disaient vous allez changer la face du monde dans les 20 prochaines années, j'ai dit ouais, c'est super, je vais peut-être faire autre chose. Bon, aujourd'hui, je me dis peut-être qu'ils avaient raison, mais je suis bien où je suis. Donc j'ai tout de suite essayé de trouver une compagnie et Sarbacane a ouvert les portes et du coup voilà, je suis parti tout de suite en tournée à travers la France et aussi en portant en accompagnant les projets de territoire avec l'ancien collègue Jérôme Rousselet, du coup qui n'est plus à Sarbacane aujourd'hui. Et on travaillait alors pas dans des camions parce qu'on n'avait pas des grands camions, mais on travaillait dans les loges ou sur scène des fois, voilà. Voilà, de fil en aiguille, la structure a muté, a arrêté ses projets de création, du coup pour se concentrer sur les projets de territoire. Et par la suite, moi j'ai aussi arrêté mes fonctions d'éclairagiste et pris des fonctions, on va dire, d'administrateur et de direction finalement. Et Antoine m'a rejoint dans le projet il y a quelques années maintenant. Voilà, Antoine qui est en charge, je le rappelle, de l'action artistique, culturelle, éducation. Donc, pour votre côté, voilà, vous avez rejoint la structure au moment où elle était déjà cet opérateur culturel de territoire? C'était en pleine transition, parce qu'au moment de cette... On avait appelé ça réincarnation à l'époque. On considérait que la Sarbacane se réincarnait. Et moi, j'étais à l'époque président de l'association. Donc, en fait, je viens de la sphère bénévole et pratique amateur. Parce que je suis rentré à la Sarbacane par les ateliers. Ce qui est un marqueur à Sarbacane, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de bénévoles, même de membres du conseil d'administration, enfin, encore beaucoup de monde qui existe dans le projet, qui est issu de ça, des ateliers de pratique et des festivals. Parce qu'en fait, moi, j'ai démarré comme amateur, mais aussi derrière la buvette, derrière la billetterie, au montage, au bricolage. Voilà, ma première aventure de Sarbacane, c'était ça. Ensuite, très vite investi dans l'administration, le CA, et puis pour finir, président. Mais j'ai vite senti que j'avais envie de m'investir autrement. Et ça c'est tombé qu'il y a une transition, le directeur artistique qui s'en va, Alexandre qui reprend. Une espèce d'alignement de planète un peu presque par hasard, parce que ce n'était pas un souhait à ce moment-là, mais voilà, il y a une opportunité. Est-ce qu'on construit une co-direction? Pourquoi pas? On y va un peu de façon hasardeuse. Donc, et on est à quel moment là, on est en quelle 2017, enfin 2016. Ouais, 2016. Et pour l'anecdote, alors ça va peut-être faire sourire doucement les personnes de Culture Action, mais à ce moment-là, il y avait un risque à prendre pour la structure parce que changement de modèle économique qui était voilà sur des tournées intenses toute l'année sur les routes, que de l'intermittence, revenir sur le territoire pour faire les événements qui étaient préparés en tournée entre
Toulouse et Brest, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et donc là, gros changement, et on dit, OK, Antoine, tu vas être salarié, on va être salariés les deux, on va faire une direction pour donner un nouvel élan, et on va voir Culture Action pour dire, qu'est-ce que vous en pensez? On veut créer 2 permanents en poste cadre. Et là, ils nous ont dit, ouais, enfin, vous êtes fous, quoi. Faut pas faire ça. Il faut aller plus doucement, sinon ça va être dangereux. Donc, bon conseil de prudence, hein, qui est l'accompagnement que Culture Action fait et qui est important. Et en sortant de là, on s'est dit, bon, bah, peut-être que c'est dangereux. Et puis je crois que 2 heures après, on s'est dit, OK, non, on va prendre le risque, on s'en fout, on va créer les postes. Et nous voilà 10 ans après, avec tous les projets qui existent. Donc, faire accompagner par Culture Action, mais aussi prendre des chemins de traverse par moment et ne pas écouter. Alors, je pensais à, justement, vous parliez de territoire. De quel territoire il s'agit? On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être bien de préciser. De territoire, on peut le nommer Haut-Doubs forestier, par opposition au pays du Haut-Doubs horloger, quelque part. Donc, en gros, c'est le territoire qui va de Pontarlier à Chapelle-des-Bois, en passant aussi par les secteurs où on est un peu moins actif, de Levier, Frasnes. Donc, on a un épicentre quand même qui est Pontarlier et le secteur lac et montagne du Haut-Doubs, donc Mout, Métabier, Mont-d'Or, lac de Saint-Point. Là, c'est vraiment 80% de notre activité, 90% de notre activité, elle se concentre là. Et puis ensuite, on travaille aussi à plus grande échelle, parce qu'on travaille un petit peu avec certaines communautés de communes ou certains partenaires, qui peuvent être des collèges ou autres, à l'extérieur de ce périmètre. Et puis plus largement, on travaille aussi on représente par exemple la culture au comité de massif du Jura. Donc il y a une instance un peu comme un préfet de la montagne jurassienne et qui traite des questions spécifiques à la montagne. Donc il y a un comité de massif par massif montagneux en France. Et depuis 2 ans, on a été choisi, on nous a contactés en disant est-ce que vous voulez prendre ce siège de représenter la culture dans cette instance politique. Donc voilà, on a aussi ce rôle d'acteur ressource à l'échelle d'un territoire qui est la montagne jurassienne. Voilà. Alors, on a retrouvé des témoignages de politiques, justement, qui datent de il y a 4-5 ans, je pense. Oui, même un peu plus, je crois que c'est 2019. Alors, on va écouter une vice-présidente d'une communauté de communes qui n'est plus en activité, mais en tout cas, qui à l'époque représentait, je crois, lac et montagne du Haut-Doubs, et suivi d'un autre témoignage politique, et vous nous ferez certainement une réaction. Alors je trouve que c'est formidable, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative de venir devant les portes, que les gens se posent les questions, qu'est-ce qu'ils font là, donc c'est un attrait, et puis d'être sur le territoire, de parcourir notre territoire en même temps, que ça reste pas toujours à la même place, quoi. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est une très bonne idée de faire un ruissellement de l'itinérance comme ça, parce que le territoire s'est agrandi, et on sait la difficulté pour nous d'organiser des saisons culturelles, de choisir des thèmes, des dates, etc. Et là, ça nous aide énormément, ça amène une nouvelle façon de faire. Et je pense que c'est tout à fait complémentaire et c'est vraiment super. Voilà, j'imagine que vous avez reconnu ces voix. Alors, dites-nous en plus. C'est des interlocuteurs réguliers, hein, même si on entend Brigitte Prêtre, qui était ancienne vice-présidente à la culture, à la communauté de communes Lac et Montagne du Haut-Doubs, et toujours maire de Saint-Antoine, donc une petite commune à côté de Métabier. Initialement, sur cette interco, ils avaient une programmation culturelle, voilà, qui était dédiée à un autre opérateur qui remplissait des cases et une demande simple. Sauf que chaque année, il y avait 5-6 spectacles de programmés et il y avait personne dans la salle. Donc ils se sont vite rendus compte qu'il ne suffisait pas de répondre à des choses très techniques et qu'il y avait quand même un travail plus largement. Et donc, nous, on développait à ce moment-là le fameux projet Transhumance, qui est une saison culturelle itinérante. Et on allait se présenter en disant, écoutez, si vous voulez, on peut reprendre votre saison, mais avec une particularité qui est l'itinérance. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser seulement un outil culturel qui est disponible sur le territoire, mais on va l'utiliser une fois et on va aller dans d'autres communes. Et on va construire un écosystème à travers ça. Et on va l'amplifier d'actions culturelles et autres pratiques.
Et ils ont dit banco. Ils ont dit ça nous intéresse, on ne sait pas où on va, mais on a envie de cheminer avec vous, donc ok, on y va et on essaye. Et du coup, on a fait c'était une étape test. Hein, là, le témoignage qu'on entend, c'était sur une étape test, et on sent l'engouement tout de suite, qui est ce lien direct avec les habitants, de pouvoir boire un coup sur la place du village, retricoter ce lien social, en fait, qui était aussi mis à mal à ce moment-là, parce qu'on était dans les périodes de Covid. Donc, il y avait tout un... C'était avant, là. C'était pile avant, mais il y avait plein de problématiques sur ces territoires qui se sont amplifiées, mais est arrivé après le Covid, tout de suite après, en fait, et le monde après a changé. Mais du coup, ça répondait à un besoin vital du territoire, finalement, cette itinérance. Et pour rebondir sur disait Bérangère au début, sur le nomadisme et l'itinérance, je pense que l'itinérance, c'est une nécessité. Le nomadisme, c'est un mode de vie. Mais l'itinérance, c'est un besoin de base. C'est-à-dire que si le projet a besoin de ça, l'itinérance est une réponse, simplement. On va revenir justement à Bérangère. On vous a quitté au moment où justement il y a cette rencontre avec Aïtal, avec Victor et Cathy, hein, c'est ça ? Ce besoin, en tout cas découvert, d'être au plus près des artistes. Vous parliez de bout de bureau dans un des camions. À ce moment-là, on est au début de cette approche de ce métier en itinérance pour vous ? On est en quoi, 2013, 2014 ? Oui. Après, dans mes expériences passées, même en tant qu'assistante, on a beaucoup de préparation à faire. Et cette préparation, elle ne se fait pas du tout encadrée. Donc, on est toujours sur un coin de table et on est toujours sur un bout d'espace de bibliothèque. Donc, de toute ma vie, j'ai toujours trimballé toutes mes affaires, en fait. Et du coup, je n'ai pas vécu ça comme un choc ou comme une grande décision. Ce qui me mobilisait, c'était de comprendre que pour qu'il y ait une cohésion nouvelle qui s'inscrive dans ce projet, que je trouvais magnifique au niveau artistique, il fallait les accompagner à l'endroit de cette forme de restructuration, en fait. Être avec eux au quotidien, c'était accompagner la restructuration et porter à bout de bras le projet artistique là où il devait être, en fait, et pas l'isoler. Donc, pour moi, c'était vraiment juste, c'était cohérent. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre que j'avais un peu mis un mouchoir sur ma vie privée, parce que moi, ma génération, elle est rentrée dans le travail par passion et on n'a jamais compté les heures et on ne s'est jamais questionné sur le sens qu'on donnait à ça. C'était nos vies et la vie au travail. Et du coup, non, l'itinérance, pour moi, j'ai toujours adoré. Et puis, une fois qu'on y a goûté... quand on part en tournée, c'est improbable ce qui se produit. On va en parler justement aussi, de voir cette évolution pour vous, comment entre ces débuts et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre organisation. Mais je voulais juste faire une parenthèse peut-être sur le projet artistique déjà du Cirque Aïtal. Vous en avez parlé en disant que voilà, vous aviez évidemment adhéré à ce projet-là. Parlez-nous-en de cette approche artistique du Cirque Aïtal. Que défendent-ils peut-être sur le dernier spectacle ou en général en tout cas, et qu'est-ce qu'on peut voir quand on va assister à une représentation du Cirque Aïtal? Alors, un acrobate de cirque, c'est un athlète de haut niveau qui a la particularité d'avoir une petite folie, une petite ouverture d'esprit qui lui fait transmettre un talent fou et une émotion. Donc, on n'est pas en train de regarder de la course de fond, mais c'est des grands athlètes. Et moi, j'adore ça. J'adore l'idée du dépassement de soi par la pratique sportive, enfin par le corps en tout cas. Et quand c'est mobilisé par l'expression artistique, ça prend aux tripes. Et eux, ils ne le savent pas en fait que c'est ça qu'on voit. Et ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui fait peut-être un peu les talents, mais tu ne sais pas que tu es en train d'émouvoir les gens. Il n'y a pas de déclic ou il n'y a pas de petit bouton qui dit « Ah ben, je vais faire ça ». Et donc, le projet artistique du cirque, ça part d'un duo.
Ça part d'un duo qui raconte sa vie, en fait. Et depuis 20 ans, ils racontent leur vie au fil des spectacles. Et ils sont très attachés, alors étrangement, à une forme de proximité avec le public. Donc, il y a toujours... le chapiteau permet quand même d'être très proche des gens. Et ils sont très liés à la musique. Donc, il y a très peu de paroles, il y a très peu de textes. On n'est plus du tout dans des Shakespeare ou dans des grandes... dramaturgie, on va dire, rédigée. On est plutôt sur des écritures de l'émotion. Donc, les premiers spectacles, quand ça sort, on se dit toujours « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? On comprend rien, c'est quoi le fil rouge, etc. » Et puis, au fur et à mesure que le spectacle mature, il y a un truc complètement organique qui jaillit et ça touche le cœur. Et sans le savoir, sans le commander, en fait, des fois, c'est un bon coup de poker ou des fois, ça l'est pas. Et pour l'instant, ça s'est plutôt super bien passé sur leur écriture. Et ils savent s'entourer. Il y a des musiciens, souvent en live, donc ça apporte beaucoup. Et entre autres, sur le dernier spectacle, c'est une forme très intimiste où il n'y a que 250 spectateurs qui sont installés en 360, mais qui sont installés dans des semi-remorques, installés dans des caravanes éventrées et qui sont très très proches des acrobaties. Ils sont le premier rang est à 2,50 m des acrobaties. Et c'est énorme. Ouais, pour prolonger peut-être un peu cet univers, vous m'avez suggéré une musique. Est-ce qu'on peut en parler de cette musique-là avant que je la diffuse un petit peu à l'antenne? Alors, c'est une des séquences du duo. Donc, Victor Cathy sont donc 2 acrobates et en fonction des spectacles, ils s'entourent plus ou moins d'autres acrobates. Mais sur ce dernier spectacle qui s'appelle À ciel ouvert, ils sont 2 acrobates avec 2 musiciens. Et les 2 musiciens sont très présents et dans le travail acrobatique. Ils ont quelques séquences plutôt très belles. Et ce morceau-là est donc le morceau du duo. Donc, Victor Cathy, je ne l'ai pas dit, mais c'est du main à main. Leur pratique acrobatique, c'est du main à main principalement. C'est-à-dire qu'il y a un grand gaillard très balèze qui va porter à bout de bras au-dessus de sa tête une toute jeune femme, enfin toute petite, en tout cas toute légère, et il l'envoie en l'air en fait. Il la propulse, alors il y a des codes et tout ça, c'est très technique, et elle fait des triples arrières, des figures acrobatiques assez époustouflantes, et en plus de ça, il développe un numéro plus ou moins, on va dire, dansé, plutôt danse contemporaine, à tous les 2, où ils la lâchent pas en fait, ils sont sans cesse enroulés. Et c'est très beau, et ça, c'est la musique de ce duo. Très bien, vous êtes à l'écoute du podcast proposé par Culture Action en partenariat avec Radio Campus Besançon. On parle aujourd'hui du métier d'administrateur en itinérance.
Parfait. On reprend donc le fil de notre podcast sur ce métier d'administrateur en itinérance avec vous, Bérangère. On est avec vous, on reste encore un petit peu avec vous, justement sur ce que ça veut dire en tant qu'administratrice quand on se déplace comme ça avec les artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes organisé, vous avez votre petite valise avec vous? Comment vous vous y prenez maintenant qu'on a entendu comment vous aviez commencé et maintenant, 10 années plus tard, comment se passe cette itinérance pour vous? Ça demande un petit peu de rigueur, un petit peu d'organisation. Effectivement, j'ai une valise, un sac à dos dans lequel j'essaye de rien oublier. J'ai pas mal de disques durs externes. J'essaye d'avoir un bon ordinateur et le plus important étant la batterie. La batterie de l'ordinateur, pour pouvoir rester connecté et au plus près de ses dossiers. L'itinérance a induit qu'il faut avoir un cerveau un peu ordonné, mais comme n'importe qui dans un bureau qui doit faire ses listes et ses to-do listes, la particularité d'être sur le terrain induit qu'il y a beaucoup d'intrants. Il y a beaucoup de gens autour de nous dans les équipes. Sur le dernier spectacle, on est 11 en tournée. Et le fait d'être sur place induit qu'on peut toquer et entrer au bureau à tout instant et à tout moment. Et dans les toutes premières années où j'ai fait ça, j'avais toujours une cafetière et une bouilloire. Et c'était un petit peu l'espace ressources, on va dire. Parce que c'est une équipe, parce que dans toutes les équipes, il y en a qui s'aiment pas, parce qu'il y a des choses qui sont mal anticipées, ou qu'il y a des couacs, etc. Et du coup, ça devenait un peu compliqué pour moi, le côté cafétéria, parce que j'arrivais pas du tout à bosser. Donc, il y a ça à mettre en place, mais c'est aussi ce pourquoi on est là. C'est-à-dire que la gestion purement administrative qui induit qu'on a des rendez-vous concrets sur des rendus de dossiers de subvention, sur l'écriture de la suite, sur une projection à 2-3 ans, sur toute la politique maison de la structure. Quand on est en tournée plus de 3 jours, il faut vite trouver le moment où il n'y a personne qui vient vous en embêter, embêter ou déranger ou discuter ou réfléchir sur la suite. Mais voilà, c'est une organisation qui laisse suspendus certains sujets. Quand je prépare les payes, par exemple, j'essaye de le faire très très tôt le matin quand je sais qu'avant 9h, personne ne va toquer, quoi. Parce que ça demande une concentration qui ne peut pas être... En tout cas pour moi, c'est chacun sa façon de faire, mais moi je ne peux pas être interrompue, sinon je fais une bêtise, quoi. Et là, concrètement, le Cirque Aital est en tournée actuellement? Alors là, il est en tournée. Là, ils sont à Saint-Étienne. Et donc moi, je les rejoins un samedi. Donc ils ont... une première partie de montage vendredi, je fais l'impasse le vendredi, je les rejoins samedi et la première est dimanche. Okay. Donc là, dans la nouvelle organisation du temps, parce qu'en 13 ans, on a quand même réussi à quand même créer quelques automatismes, moi j'essaye de tourner moins, d'être moins en ville à ville parce qu'on s'est beaucoup développé et que, étant toute seule au bureau, si je suis vraiment sans cesse sur la vie du camp, j'arrive pas à suivre. Donc j'ai beau me lever tôt, j'arrive pas. Donc ça impose quand même un retour, entre guillemets, au bureau, qui est plutôt un espace, on va dire, de télétravail, parce que ça reste très précaire, tout ça. Mais qui est vital pour moi parce que c'est des espaces où justement ces choses si complexes que j'ai eu besoin de structurer sur place avec l'équipe de directeurs et avec l'équipe technique et avec les intervenants, parce que sans eux, je ne peux rien faire et c'est eux que je défends. Donc, si je ne suis pas en lien avec eux, je ne peux pas travailler, en fait. Je ne peux pas défendre le projet, même en diffusion. Si je ne comprends pas ce qu'ils vivent, je ne peux pas me bagarrer pour que y a des tensions en ce moment dans le milieu culturel où il n'y a plus d'argent. Donc, c'est très compliqué d'avoir tel et tel... défraiement ou tel et tel montant de défraiement, etc. Et si je ne suis pas avec eux-mêmes quand on mange sur l'autoroute pour comprendre que si ce n'est pas un sandwich à 7 €, le plat, ça explose l'enveloppe panier qui est dédiée. Si je ne suis pas avec eux pour le voir et que je comprends qu'ils ne peuvent pas manger que de la mauvaise cam tout le temps, je ne peux pas défendre qu'il faut augmenter cette partie-là, quoi. Et vraiment, ça sert à ça, à comprendre leur réalité de vie. Après, il ne faut pas non plus être trop foufou. Et justement, ça demande
le retour me permet d'avoir les pieds sur terre, en fait. Très bien. Alors, on va revenir justement sur le projet de la Sarbacane. Nous nous étions arrêtés finalement à ce moment où il y a un changement, on va dire, d'objet, d'orientation de la structure. Depuis, évidemment, vous vous êtes doté de pas mal d'outils. Je vais les citer ici, le Centre culturel nomade, la Tiny House. Racontez-nous un peu cette histoire, comment finalement vous avez décidé de structurer votre projet et comment vous avez pu vous doter de ces outils-là. On a quelque chose de commun avec l'histoire d'Aïtal et de ce que vient de raconter Bérangère, c'est cette nécessité de se rapprocher, quand on disait qu'il se sentait distant de l'administration. Quand on a conçu le projet Transhumance, on s'est dit la même chose. On s'est dit, mais si on conçoit un projet d'itinérance artistique dans les villages, dans un territoire donné, qui peut au départ être dans une communauté de communes, mais qui peut aller plus loin, si on le fait depuis nos bureaux à Pontarlier, enfermés, on va être déconnecté du terrain. Il va manquer quelque chose. Il faut qu'on soit plus proche des habitants, des élus, pour qu'on puisse échanger au quotidien avec eux. Et donc, on a eu la même réflexe de dire il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit sur place, là où on veut aller. D'où l'idée de construire un bureau mobile. Donc, l'idée de construire le centre culturel nomade. Avec, comparé au cirque, du coup, l'idée de faire quelque chose de léger, donc d'efficace, qui puisse rendre son utilité à la fois d'administration, donc d'un bureau de travail, mais aussi d'un petit lieu de vie. Donc on retrouve comment on fait pour être à la fois une administration efficace, pouvoir travailler, se concentrer, et puis quand il y a un tas de gens qui ont envie de venir boire un café vers vous, des bénévoles, des instituts qui passent par là et qui veulent reparler du projet qu'on vient de faire, qui était trop bien, et puis est-ce que tu as reçu les cartes postales qu'on a fait, et puis est-ce que de l'élu qui vient là par curiosité, et à la fois donc de garder ce lieu de vie et en même temps d'être quand même dans un endroit où on peut avoir des rendez-vous sérieux, on peut avoir tout un tas de choses à faire, on a besoin de ne pas être déconcentré. Donc c'est effectivement pas toujours évident. Et des fois on est ouvert, mais les gens ne nous calculent pas qu'on est ouvert et qu'on peut entrer, c'est un lieu public. Des fois à l'inverse, on est en rendez-vous un peu sérieux, ou alors un coup de téléphone, un rendez-vous téléphonique, une visio, et les gens rentrent comme dans un moulin parce qu'il n'y a pas non plus écrit fermé. Donc, ça pose des contraintes. Et voilà, ce centre culturel nomade, il est né comme ça, de la nécessité de cet outil d'être présent, d'avoir un petit appui logistique aussi, de se dire, tiens, et si on a un endroit, on a un minimum une kitchenette pour se faire à manger. Quand on accueille des petites équipes artistiques, on peut les accueillir dans la Tiny. Alors, du coup, c'est quoi la différence entre la Tiny House et le centre culturel ? C'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Le centre culturel nomade, c'est le nom... comment on pourrait dire ? C'est le nom institutionnel. Voilà, D'accord. CCN, okay. Comme Centre chorégraphique national, ou CDN, ou nous on a un CCN. Voilà. Okay. C'était un petit pied de nez, le petit nom, non conventionnier buissonnière. Voilà. Ah, ok. Et l'autre petit nom, c'est la Tiny. Et nous on l'appelle toujours la Tiny parce que, en fait, c'est un chantier participatif. On n'a pas acheté un objet, on l'a construit. Donc ça, c'est hyper important dans le projet. Donc il y a la partie préconception du projet, nécessité d'un outil itinérant dans lequel on puisse travailler, se connecter rapidement, s'installer en 1 heure. Même une demi-heure, c'est posé, il y a 4 pieds à mettre, comme une caravane. Il ne faut pas que ça prenne plus de temps que ça, pour pas avoir besoin de... Il y avait dans l'idée de démarrage, c'est on réfléchit toujours par notre public et par les habitants. Donc c'est faire l'acquisition d'une tiny house. Ça résonne. C'est pour ça qu'on l'a appelé centre culturel nomade aussi, parce que la tiny house, c'est le rêve du nomadisme. Aujourd'hui, ça a le vent en poupe, ça fait rêver tout le monde de pouvoir s'émanciper de son lieu de vie avec un van, une petite maison, aller au bord de la mer, voir des beaux paysages. Et ça suscite beaucoup d'intérêt. Et on s'est dit que si on faisait l'acquisition pure et simple de cet objet, ça pouvait attiser des jalousies sur le territoire. Et ce n'était pas l'idée. L'idée, c'est que cet objet appartienne à tous. Donc, ça nous a semblé évident qu'il fallait que la construction soit participative. Et là, on s'est dit, ça va être compliqué, du coup. Donc, on a quand même créé un groupe d'habitants, de bénévoles qui voulaient s'intéresser, qui a travaillé autour de la réflexion du projet. Et ensuite, on l'a confié au lycée Ledoux, à la section DNMAD, donc diplôme des métiers d'art et du design. Et ça a été le sujet d'étude de leur année. Et ils ont fait 15 propositions. Donc, il existe 15 autres tiny house, centres culturels nomades. Et voilà, nous, on en a sélectionné une. Il y a eu un gagnant.
qui est parti en stage avec un architecte à Besançon pour finaliser les plans. Et ensuite, on a trouvé un artisan pilote pour la construire de A à Z. Et la contrainte, c'était qu'il devait intégrer un groupe de bénévoles sur le chantier. Et il a dit oui. Et du coup, ça s'est construit donc entièrement de façon professionnelle, mais avec les habitants. Et ça, c'est hyper important et précieux parce que quand elle est arrivée, quand elle s'est mise à rouler sur les routes, tout le monde la connaissait. Et c'était un petit peu de chacun qui prenait réalité sur le territoire. Donc, elle était cooptée directement. Et comme les mécanismes du cirque d'antan ou même aujourd'hui, c'est ces caravanes qui passent et qui annoncent déjà l'événement. Et on a juste reproduit ça, simplement. Alors, comment vous construisez justement votre programmation en lien avec ces communes qui ont des demandes aussi? Expliquez-nous comment vous faites vos choix, comment vous approchez un territoire. Alors, dans la construction, on va dire, administrative et économique de transhumance, il y a un dialogue avec la communauté de communes. On travaille à l'échelle interco. Pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de ce commun et de dire on va déployer des actions culturelles, une programmation avec les 32 communes qui composent cet interco. Et chacun va être partie prenante. Donc, la communauté de communes aide financièrement, mais aide aussi en termes de dialogue, parce qu'on est très proche dans la construction des politiques culturelles, et va être relais auprès des différentes communes. Donc, il y a des communes qui peuvent se positionner volontairement en disant « Non, moi, j'ai envie d'accueillir quelque chose de transhumance. » Donc, on dit oui. Et en fait, elles vont devoir participer. Elles vont devoir aussi participer financièrement, mais matériellement. C'est-à-dire que l'idée, on leur demande de s'investir. C'est pas rien. Et ensuite, on arrive. Donc, ça se construit au fur et à mesure et dans le dialogue. Nous, ce qu'on aime bien, c'est... Quand vous dites s'investir, c'est par exemple prêter des lieux ou prêter des lieux, faire appel aux bénévoles ou... Mobiliser le personnel communal, aller un peu plus loin que la simple, on va dire le simple achat de quelque chose. Cette relation-là ne nous intéresse pas. En fait, on a envie d'aller plus loin dans la construction. Et il faut s'affranchir de ces façons de faire qui peuvent exister et au final construisent pas grand-chose sur le territoire. Nous, on veut construire au long cours, donc il y a besoin de tricoter ce lien intime finalement. Mais il faut en prendre soin. Et la tiny house est aussi une réponse, parce que prendre soin de ces relations, c'est aussi être présent. Parce que la plupart des élus des communes rurales sont double actifs finalement. Ils travaillent, ils ne sont pas nécessairement disponibles quand nous on l'est. Et c'est comment aussi nous on se rend disponible pour créer le dialogue, comprendre aussi, parce qu'on parle quand même des langages très différents, et provoquer cette rencontre qui va faire que il va avoir de la place et que les habitants vont se sentir concernés. C'est tout un travail de médiation culturelle pour faire le lien avec Bérengère. Justement, j'allais lui poser la question aussi. Qui dit, par exemple, nous, on arrive, puis des fois, on a un peu du mal, mais nous, on est ce trait d'union, finalement, entre les équipes artistiques et, on va dire, le territoire. C'est-à-dire que nous, on va labourer, finalement, ce champ, on va le préparer, on va le fertiliser, et après, l'équipe artistique arrive et peut déployer, on va dire... son répertoire, ses actions, son savoir-faire. Et nous, on va les accompagner là-dedans pour que ça soit facile et que ça soit beau. Et puis rendre visible ce qui est invisible. Comparé au cirque, on n'a pas le chapiteau qui pousse quelque part dans le village et qui va créer de la curiosité. Si on est dans une salle des fêtes, des fois on peut même accueillir des résidences, on peut accueillir des actions culturelles, mais si on peut passer inaperçu. Voilà. Donc, le risque, c'est aussi de passer inaperçu. C'est qu'on se connecte à une communauté qui va venir au spectacle. Et en fait, les 3/4 des gens du village ne sont même pas au courant qu'il y a eu un spectacle de théâtre dans leur salle des fêtes. Là, normalement, ils ne peuvent pas trop passer à côté, même s'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas qui on est, ce qu'on fait. Ça, c'est à nous de bosser pour que les gens aient envie de rentrer dans le centre culturel nomade, mais ça fait un endroit visible. Voilà, Bérengère, pour vous, c'est un peu différent, puisque le cirque Haïtal est programmé par différentes structures culturelles, c'est ça? Et peut-être c'est eux qui sont plus dans ce lien politique ou ce lien avec les habitants? Oui, ça fait une grande différence. Là où ça ne crée pas de fossé, c'est que
effectivement, l'objet chapiteau ou l'objet structure, l'objet campement provoque la curiosité et invite aussi le badaud à venir jusqu'à nous et à s'intéresser et à être curieux. Et le fait d'être programmé, effectivement, fait qu'on est accueilli par des équipes rodées, archi-rodées, et qui ont effectivement fait en amont, avec leurs différents services d'action culturelle et de développement des publics, ce travail à leur façon de créer du lien pour que la population des sites sur lesquels on est implanté sache qui on est et la possibilité de venir. À Narbonne, dernièrement, c'était une scène nationale qui nous accueillait, mais ils nous ont installés derrière un terrain de foot et ils ont fait un super joli travail avec toutes les équipes du club. Et nous, on s'est amusé à faire les ponts entre les athlètes, l'entraînement foot, l'entraînement acrobatique. Et les jeunes des U11, U12, U15 sont venus aux répétitions. Ils ont fait un peu d'acrobatie. Et ça crée des liens. Et ça, c'est le travail que font à l'échelle, on va dire, des scènes nationales. Les Antoine, responsables des relations avec les publics et de la médiation culturelle. Mais la grande différence, c'est que c'est pas de notre initiative. C'est vraiment un intermédiaire, en fait. Et on est plus dans des grandes villes qu'en totale ruralité. Alors, c'est une question que je peux poser donc à tous les trois, mais je commence par vous, Bérangère. Comment, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, hein, comment votre rôle d'administratrice a évolué avec le temps, selon vous, et comment votre façon de travailler aussi a évolué? Vous en avez un peu parlé, puisque vous disiez qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un mix entre le travail en fixe et le travail en itinérance. Peut-être qu'on peut mettre ça aussi en exergue avec les avantages et les inconvénients de ce métier d'administrateur en itinérance. L'évolution, elle est surtout liée et à la densité de la tournée, on va dire. Parce que quand on est en ville à ville, c'est-à-dire qu'on suit la vie de l'équipe artistique. En ville à ville, c'est qu'on ne rentre pas à la maison. Les équipes, ils partent pour 4 mois, 5 mois. Ils ne rentrent jamais chez eux. Ils n'ont pas le temps, en fait. Et là, c'est accueilli. On n'est pas du tout type cirque traditionnel, etc. Nous, on n'est vraiment que dans l'accueil. Mais quand c'est comme ça, on ne se pose pas trop de questions. En fait, on est pris dans un espèce de grand tourbillon. Moi, la première interruption et la première, on va dire, remise en question de cette vie itinérante, elle s'est faite à un moment complètement privé quand la principale interprète, donc la voltigeuse Kati Pikarainen, est tombée enceinte et qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas la remplacer. En fait, c'est une histoire artistique, on va dire, et qu'on a annulé 50 dates. Du coup, et je suis rentrée à la maison, en fait. Et donc, de là, il a fallu assumer et mettre en place le reste, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que 50 annulations, etc. Comment on construit la suite. Et dès l'instant où on a échelonné, on va dire, les temps de tournée au regard de la vie familiale des acrobates, ça m'a fait, moi, me questionner sur ma propre vie et puis sur comment c'est possible aussi de mieux travailler, en fait. Et pour faire écho à l'idée des avantages et des inconvénients, il y a véritablement, parce que mon poste, il est multiple et il y a des sujets plus ou moins adaptés, mais il y a des sujets qui ne sont pas du tout pertinents en itinérance. Et du coup, développer les gros dossiers de subvention au calme, c'est plus facile, en fait. Oui, ça permet de travailler plus en profondeur. C'est très différent. Après, toutes les infos qui rentrent dans mes dossiers de subvention, il faut bien que j'aille les chercher sur le terrain. Parce que toute seule dans mon KGB, je vais y arriver à faire des choses cohérentes, mais qui ne sont pas au contact du terrain et de la réalité. C'est ça dont j'ai le plus besoin. Antoine, Alexandre? Ça évolue avec différentes choses. Le Antoine, projet évolue. Ouais. Oh, je dis aux auditeurs que c'est Antoine. Oui, pardon. Le projet a évolué puisqu'on est passé par le Covid. C'est souvent un repère, malheureusement, mais et nous a fait changer aussi notre position, notre posture par rapport à ce projet, qui change petit à petit. Les élus changent aussi. Donc... Et puis, on a aussi quelque chose qui a changé, c'est le confort de travail en fixe. C'est-à-dire qu'on est à l'époque de l'idée de transhumance, on avait un tout petit bureau de 15 mètres carrés. On était 2. Aujourd'hui, on est
3 permanents plus les partenaires, chargés de partenariat, une régisseuse générale. Il y a du monde qui vient travailler temporairement aussi dans le bureau. Mais on a depuis très peu de temps des beaucoup plus grands bureaux. Donc, un confort de travail beaucoup plus important à Pontarlier. Donc, des fois, on est mieux au bureau pour faire les gros dossiers de SUM, là je te rejoins, que dans la petite tiny house. Et puis, quand on y retourne, comme hier, on va faire une réunion, puis qu'on est au bord du lac de Remoret, avec vue sur la réserve naturelle, à côté de la maison de la réserve, qu'on ouvre les portes, les fenêtres, qu'on travaille quasiment dehors, dans un confort visuel mais incroyable. On se dit, ouais, bon, il faudrait peut-être des fois qu'on fasse l'effort de faire 15 km et puis d'aller s'installer un peu plus souvent dans la tiny. Il y a des moments, donc dans le centre culturel nomade, il y a des moments où on a besoin d'être les 3. Là, on vient de passer un festival, on a besoin de faire le bilan de ce festival, de partager beaucoup de choses. Donc là, on va aller plus au bureau. Et puis des moments où... quand tu dis les 3, c'est les 3 permanents. Les 3 permanents, la pardon. Sarbacane. Et Oui. donc la 3e personne, elle s'occupe. Et la 3e personne, elle est chargée de production et d'administration. Et après, on partage aussi beaucoup de choses. Donc, on est tous un peu chargés d'administration. Donc, il y a tout ça qui fait qu'il y a des équilibres en fonction des saisons aussi. L'été, ça prend 2 secondes d'aller ouvrir la tiny. Là, il faisait chaud, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres. En 3 minutes, on est installé. L'hiver, si elle est posée à Mout, et alors il n'y a plus 1 mètre de neige tout l'hiver, mais il y a des fois 1 mètre de neige quand même, qu'on ne peut pas la déplacer parce qu'il y a du verglas, qu'il faut déneiger pour l'ouvrir. Elle est chauffée quand même. Elle est chauffée, mais disons que l'installation ou alors le fait de l'ouvrir et de s'installer dedans va être plus long. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'on l'utilise plus ou moins, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'hyper normé, d'hyper régulier. Elle n'est pas ouverte de 9h30 à 18h, 30 jours par semaine, 30 jours par an, pas du tout. C'est vraiment un outil qu'on utilise au gré de notre itinérance, en fait. Elle aide aussi rapport au dossier de subvention, parce qu'on est quand même abreuvé de cases Excel au quotidien et ça vient normer en fait quelque chose qui n'est pas normable. Donc il faut aussi qu'on sorte de ça, de cette suradministration de la culture qui, je pense, aujourd'hui à certains endroits n'a aucun sens. Et cette tiny house avec ses grandes baies vitrées, elle sert aussi à changer notre regard. C'est-à-dire que quand tu es enfermé dans un bureau toute la journée à répondre à des appels à projets qui n'ont aucun sens et qui se contredisent dans les 3 paragraphes suivants, des fois, d'aller regarder le lac et la vache qui broute dans le champ d'à côté, ça permet de voir les choses autrement et peut-être de répondre autrement au dossier. Et ça, c'est important. Ça fait partie du projet. On s'appelle la Sarbacane scène buissonnière. C'est qu'on prend tous ces chemins de traverse pour détourner sans arrêt le regard et re-questionner aussi les choses de fond et les choses qui aussi perdent de sens. Et aujourd'hui, si la culture, elle va mal, entre autres, parce qu'on dit tout le temps, il n'y a plus de sous pour la culture. Oui, mais en fait, il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce monde. Donc, ce n'est que des choix et on s'enferme dans des cases Excel qui nous enferment dans notre propre précarité. Et il faut ouvrir les portes, construire des grandes baies vitrées et regarder les vaches dans le champ d'à côté. Je crois que c'est une des clés. C'est facile à dire, mais... oui, quand on est dans le campus universitaire de Besançon, les vaches, il y en a moins déjà. Alors c'est bien, on arrive justement sur la fin de ce podcast-là. On va évoquer les perspectives d'avenir. Peut-être y en a-t-il, sont-elles réjouissantes? Comment vous avez envie de travailler les uns et les autres ces prochains mois, ces prochaines années? Antoine? Je dirais que l'itinérance, on disait tout à l'heure, c'est une nécessité, mais c'est aussi se confronter au fait de ne pas être toujours accueilli, c'est-à-dire qu'on vient et puis on se connecte au territoire. Et le territoire nous montre qu'on n'est pas les bienvenus dans toutes les communes, déjà. Tout le monde ne dit pas « ouais, moi je veux transhumance cette année ». Nous, c'est ce qu'on rêvait, c'est de l'utopie, c'est-à-dire on aura fait les 36 communes de la Comcom au bout de 5 ou 10 ans. Mais non, ça n'arrivera pas. Pour plein de raisons. Politiques, structurelles aussi. Il y a des endroits où il n'y a pas de salle, il n'y a rien. Faire du plein air quand on est dans le Haut-Doubs, c'est pas évident. Il y a 2 mois, l'été, c'est le 15 août. Donc, on dit qu'il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et le 15 août. Mais des fois, c'est un peu vrai. Donc, on s'adapte. Politiquement, on s'adapte. Et on s'est aperçu aujourd'hui, par exemple, que nos partenaires, c'est pas que les communes. Avant, on pensait qu'on allait être accueillis par les communes. Mais aujourd'hui, aussi parce qu'on a développé un contrat de territoire d'éducation artistique et culturelle qui nous a beaucoup plus connectés aux associations aussi. Il y aura des transhumances qui ne sont pas forcément des transhumances villages, mais qui peuvent aussi être des transhumances accueillies par un partenaire. Là, on a été accueillis en transhumance sur un petit projet, un petit concert dans un écomusée.
Et puis la Maison de la Réserve, là, on s'y connecte assez régulièrement parce que c'est un lieu de vie. Il y a du monde qui passe et on peut accueillir notre centre culturel nomade. Donc, peut-être que Transhumance se transforme parce que politiquement, ça se transforme, parce que les budgets sont alloués différemment, comme dit Alexandre. Il y en a moins, mais surtout, il est distribué autrement. Donc, on s'inscrit beaucoup dans les politiques d'aménagement du territoire. Nous, on a des gros enjeux de tourisme chez nous. Il y a le récit qui doit changer. On est le pays nordique. La montagne, Métabier, tout ça, ça change. Il n'y a plus de neige, tout est en train de fondre. Donc, politiquement, il faut raconter autre chose. Et on a envie de s'inscrire aussi là-dedans. Comment on participe au nouveau récit et comment on fait aussi avec tout le monde. Aussi bien avec, j'aime bien l'idée d'aller se connecter au club de foot, d'aller se connecter, pas par démagogie, mais parce qu'on est là et que le club de foot est prêt à se dire, tiens, si je faisais faire de l'acrobatie aux gamins du foot et que ça a un intérêt et qu'il y a une connexion, le rapport au corps, donc on y va. Puis si c'est pas possible parce que la distance culturelle est trop forte, ben, c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il faut pas aller s'installer à côté du stade de foot. Voilà, donc c'est continuer de faire de l'itinérance, c'est-à-dire considérer là où on est, là où on s'installe, et tenter de se connecter à la vie d'un territoire toujours plus, mais on doit aussi tenter de s'économiser. Parce que je me rappelle d'un rendez-vous, je ne sais pas si c'était au département ou à la DRAC, où on nous avait dit, ouais, l'itinérance, on soutient, mais pas trop, parce que ça fatigue. Et souvent, c'est des projets qui sont un peu cycliques. On va faire de l'itinérance, puis au bout de 3-4 ans, il ne se passe plus rien. Parce qu'en fait, c'est trop fatigant, c'est trop dur. Donc nous, on est un peu, je pense, aussi dans un cycle où il faut qu'on stabilise certaines choses pour ne pas s'épuiser et faire que ça dure, en fait. Oui, après, ils ont déployé un plan itinérance qui a été... Ils se sont fatigués au bout d'un an, je crois, donc ils l'ont arrêté. Et après, il y a d'autres plans. On est arrivé avec notre projet à la DRAC en disant, on a un projet d'itinérance, centre culturel nomade et tout. On nous a dit, ah mais non, c'est déjà fini. C'était à l'époque de Françoise Nyssen, mais qui n'a pas duré longtemps, la pauvre. Et elle avait posé ce projet-là en ministère, mais qui n'a même pas eu le temps d'être déployé, qu'il était déjà terminé. Bon, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ça repose aussi cette façon de faire culture en France qui est, alors au niveau des DRAC descendants, parce que c'est une déconcentration, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi un décalage entre les DRAC et le ministère. C'est-à-dire que les DRAC, elles sont sur le territoire, donc elles aimeraient être réactives, mais en fait, elles ne peuvent pas nécessairement, parce que voilà, ça vient du haut. Et du coup, il y a un décalage entre la réalité, nous, nos besoins d'itinérance, ce qui est imaginé à Paris, et l'intermédiaire de la DRAC. Et du coup, ce décalage, en fait, crée des distances énormes, alors que, en fait, on a tout pour faire, mais toujours dans une histoire après peut-être de jeu électoral et de case Excel, ça fonctionne pas. C'est quand même incroyable de se dire que pour peu de choses, ça ne fonctionne pas. Donc il faut pousser les portes et brasser cet écosystème. Et l'itinérance est aussi une réponse de bousculer les choses pour rendre possible des choses qui le sont finalement, simplement. Et en tant que programmateur, vous avez dû parfois aussi vous innover, j'imagine, pour proposer des formes un peu novatrices dans certains lieux, pour l'adapter. La programmation en ruralité, c'est quelque chose de complexe que souvent les élus, c'est quelque chose qui est palpable, donc qui vont tout de suite s'approprier en disant tiens, moi j'aimerais ça. Nous, l'idée, on est venu déconstruire ça en disant si vous faites le choix d'un opérateur, l'opérateur est libre artistiquement de ses propositions. Donc, en fait, vous allez déplacer le curseur, vous n'allez pas choisir un spectacle, vous allez plutôt penser pour les habitants quelle action peut être efficace. La programmation, c'est nous qui nous occupons. À un moment donné, si ça ne convient plus, vous pouvez changer d'opérateur. Il n'y a pas de problème, mais... Et nous, la programmation, on l'a construit en étant à l'écoute des habitants et des spectateurs. C'est-à-dire que cette itinérance nous permet cette proximité, un peu comme ces circassiens qui sont au plus proche du public dans leur scénographie. Nous, c'est une sorte de scénographie aussi, c'est-à-dire qu'on s'est construit autour du public pour être à côté et qui nous murmurent en fait leur retour. Donc il y a un lien en fait très intime qui est créé avec notre public, qui va nous raconter au fur et à mesure des étapes s'ils ont aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne dérange pas. Et nous, on va adapter cette programmation en fonction de ça, parce que c'est aussi un parcours commun, et on doit écouter. On n'est pas là pour dire tiens, je vais programmer ce que j'aime, et puis c'est très primaire comme vision du programmateur, mais
il est très questionné aujourd'hui, cet endroit-là, de la programmation, surtout à l'heure où on doit mutualiser des programmations, on doit s'interconnecter avec des structures culturelles. Donc, c'est quelle singularité on doit trouver, et en même temps, la singularité d'une programmation est un peu remise en cause. Enfin, c'est vraiment un endroit qui est en pleine mutation. Mais je pense que la réponse première, elle est auprès du public. C'est-à-dire que plus on aura ce lien proche, court du public, plus on arrivera à avoir une programmation, on va dire, pertinente et qui rassemble. Bérangère, donc même question pour vous sur les perspectives d'avenir. Moi, j'adore ce que les garçons ont dit. Ouais, effectivement, en tout cas, au sein du cirque Haïtal, autant que faire se peut, parce que c'est des athlètes, donc c'est lié à leur capacité, on va dire, physique. Mais autant que faire se peut, arriver encore et encore à toucher des publics. On réfléchit beaucoup à d'autres formes d'approche, en justement essayant d'ouvrir sur d'autres types de liens. Donc on travaille avec des territoires aussi. Donc la compagnie, elle est basée au sud de Toulouse. Et on ouvre sur des projets de plus proches, on va dire, de ce qu'on appellerait dans le jargon de coproduction, co-réalisation ou même autoproduction, c'est-à-dire arriver avec l'ensemble, jouer au cirque traditionnel sans en être. Et ça, c'est important pour nous pour continuer à maintenir le lien avec les publics. Et là, les projets concrets, ils sont effectivement sur de nouvelles formes. Développer encore et encore le plus possible de rencontres avec les publics. Merci à tous les trois. Merci Bérangère Hureau. Je le rappelle, vous êtes administratrice en charge de la production et la diffusion pour le cirque Haïtal. Il y avait également Antoine Nico Lancin qui est donc en charge de l'éducation artistique et culturelle pour la Sarbacane, scène buissonnière, et Alexandre Nini, co-directeur. Donc vous êtes et vous également en charge de la programmation. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à l'appel de Culture Action pour ce podcast en partenariat avec Radio Campus Besançon. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.